l'Arbre de Vinci, je vous remercie tous pour votre présence, du public, que je vois nombreux, et nos intervenants. Je peux très bien vous présenter tout à l'heure. Donc ce soir, notre table ronde consacrée à la gestion d'actifs et la psychologie des investisseurs. Alors très brièvement, puisque donc, je vais rapidement laisser la parole aux intervenants. Donc je vois un peu le public. Je pense qu'une grande partie d'entre nous ici a été un petit peu, on va dire, structurée par l'approche néoclassique. D'accord. Donc tout le monde a en tête les noms de Markowitz, Sharpe, Miller, voilà, donc tous les trois prix Nobel d'économie en 1990, d'accord. Donc tous ceux qui ont travaillé un petit peu sur la finance n'ont pas échappé au modèle de Markowitz, au ratio de Sharpe, et encore bien d'autres concepts. Donc ces concepts sont tous liés, vous le savez, donc, à l'hypothèse d'efficience des marchés, d'accord, que je ne vais pas présenter ici, je vous rassure. Donc, voilà. Mais en fait, cette approche néoclassique, ces hypothèses d'efficience ont laissé, comme vous le savez, beaucoup de monde perplexe, dont un certain Smith, par exemple, entre beaucoup d'autres. Et certains de ces gens perplexes sont à leur tour devenus prix Nobel d'économie. Donc on peut citer Smith donc, en 2002 avec Kahneman. Et alors Smith donc à l'origine de l'économie expérimentale. Et il est intéressant de noter que Kahneman, également prix Nobel d'économie, était en fait un psychologue. Alors il est intéressant. Donc c'est quelque chose d'intéressant à relever. Un psychologue prix Nobel d'économie et donc qui a avec Smith permis le développement de ce qu'on a appelé la finance comportementale. D'accord. Donc on s'éloigne un petit peu de l'approche néoclassique. Et la finance comportementale donc, a commencé à acquérir ses lettres de noblesse. Alors, lettres de noblesse, donc, parce que beaucoup de papiers académiques ont été publiés énormément sur les biais, justement, donc, des intervenants de marché, donc différents biais heuristiques, etc. etc. Et, alors, lettres de noblesse donc, sur le plan théorique, mais aussi sur le plan tout simplement pratique, puisque la plupart des grands établissements, les grandes institutions financières, je peux citer par exemple JP Morgan, voilà, donc on travaille énormément donc, sur la finance comportementale, d'accord, donc sans pour autant rejeter complètement donc, les concepts néoclassiques en termes de choix de portefeuille. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, la finance comportementale donc, est enseignée en fait, dans toutes les bonnes formations en finance de marché, bonnes formations dont la nôtre, donc ici à l'EMLV, donc, puisque nous avons donc une majeure, donc finance de marché en 5e année, donc qui essaie de former des étudiants qui seront relativement polyvalents, un bon niveau technique, mais aussi donc, un bon niveau également en compliance, puisque vous savez à quel point c'est devenu important ces dernières années, depuis la crise et avec l'évolution de la réglementation. Voilà, donc une formation en 5e année donc, qui débouche sur des métiers assez divers, puisque donc, là c'est la 4e année d'existence de cette formation, et donc nous avons certains de nos étudiants donc, sont devenus traders, donc d'autres sont sales, d'autres sont brokers, donc travaillent en gestion d'actifs, etc., etc. Voilà, donc nous avons donc des étudiants aujourd'hui qui sont dans différents métiers, dans différents domaines, et également dans différents pays, puisque nous en avons aux États-Unis, nous en avons 3 en Asie, de mémoire, au moins, un petit peu partout en Europe, à Londres, à Amsterdam, un au Luxembourg, et dans d'autres, 2 au Luxembourg, pardon, et d'autres dans d'autres pays européens. Donc nous allons un petit peu sur tous les continents. Voilà, donc parmi nos intervenants donc, dans cette majeure, David Turcage, qui va également intervenir ce soir, donc accompagné de Guillaume Dumont et de monsieur
Donc ici, donc Regina Gorissi et Madame Morlot, donc qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Alors je vais laisser la parole à nos intervenants, donc à Guillaume qui va commencer, qui intervient en premier. Encore une fois, un grand merci pour votre présence et n'hésitez pas donc à l'issue de ces interventions donc à poser des questions et donc cette table ronde en tant que table ronde donc se veut interactive, donc je vous invite à faire part de vos remarques, suggestions, questions. Merci. Bonsoir à tous. Guillaume Dumand, donc associé fondateur d'un bureau d'analyse spécialisé en finance comportementale qui s'appelle Debrement. Peut-être un rapide point sur mon parcours. Donc diplômé de l'INSEC Paris et en parallèle vendeur de produits structurés dans une banque d'investissement puis chez un broker indépendant. J'ai découvert en fait la finance comportementale justement en vendant ces produits structurés, puisque c'était quelque chose d'assez paradoxal. Lorsqu'on était en 2007 avec des marchés assez hauts, la plupart de mes clients me demandaient des produits structurés avec aucun risque, enfin, aucune protection en fait en capital, uniquement beaucoup de risques avec une perspective de rendement assez importante. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive en début 2009, la plupart de nos clients nous demandaient systématiquement des produits avec une très forte protection du capital. Donc là, ce qui montre bien le côté systématiquement en retard de l'investisseur qui va, dans une phase de marché haussier, privilégier le risque, alors qu'en fin de compte, ce risque, justement, s'amplifie au fur et à mesure de ce marché haussier. Et à l'inverse, dans un marché baissier, qui donc va avoir statistiquement plus de chances de repartir à la hausse, demander une forte protection du capital. Donc tout ça pour en venir un peu à Debrement et donc au bureau d'analyse que nous avons créé avec deux autres associés en 2010. Son objectif est de créer des indicateurs de marché. Donc des indicateurs de marché, essentiellement des outils d'aide à la décision, à destination de trois grandes clientèles que sont les sociétés de gestion, donc on associe également les salles de marché et les brokers indépendants, les investisseurs particuliers et les intervenants de la gestion privée qui sont, par définition, eux-mêmes soumis aux grands biais comportementaux qu'on connaît. Donc, tout à l'heure, on introduisait les différents heuristiques auxquels on peut être soumis, on va y revenir dans quelques minutes. Mais ces grands biais, en fait, sont directement la raison de notre création, puisqu'on a souhaité se baser justement sur ces investisseurs pour créer des outils de gestion. Un petit peut-être rappel sur ce qu'est la finance comportementale, parce que donc là on a un public qui est assez hétéroclite avec des professionnels de la finance comportementale, mais également donc des étudiants. En quelques mots, c'est l'application de la psychologie au marché financier. Donc justement, on casse un petit peu les idées reçues sur ce principe, ce précepte qui dit que l'information est directement intégrée dans les cours. Notre conviction, en tout cas chez Debrement, c'est que l'approche comportementale et donc la psychologie des investisseurs va avoir de plus en plus d'importance. Et quand on voit d'ailleurs aujourd'hui les marchés qui sont très volatiles, on ne va pas parler de la journée d'aujourd'hui avec un marché qui fait plus 3, presque à la surprise générale. Alors oui, on peut parler de potentielles rumeurs sur des abaissements de taux, des choses comme ça, mais quoi qu'il en soit, on était dans des marchés qui étaient perdus il y a encore 2 jours, perdus hier, perdus ce matin, et on clôture aujourd'hui à plus 3, à la plus grande surprise de tout le monde. Donc on ne peut pas parler strictement de fondamentaux, de finances fondamentales dans ces cas de figure, mais plus de psychologie en tout cas selon nous. L'utilisation en fait, de cette finance comportementale va permettre à l'investisseur d'identifier en fait ses forces et ses faiblesses, donc dans quelles circonstances, dans quel fait de marché il va lui-même être soumis à différents biais, donc on va en étudier quelques-uns dans quelques minutes. Également d'élaborer en fait un plan de trading rigoureux, parce qu'on sait que lorsqu'on investit, lorsqu'on est dans le marché, on est soumis à toute une panoplie de stimuli externes, positifs ou négatifs, qui vont nous influencer. Et ces influences, malheureusement, nous amènent à faire le mauvais choix. Très fréquemment en tout cas. Je vais vous présenter quelques biais, mais avant, j'ai envie juste de faire un petit test, parce que bon, l'idée c'est que ce soit aussi une conférence assez interactive. Un test sur le comportement de l'investisseur. Donc je vais prendre quelques personnes au hasard, je vous rassure, pas la peine de vous enfoncer dans vos sièges.
La première expérience, ce serait par exemple vous, mademoiselle, c'est jamais une bonne chose d'être au premier rang. Préférez-vous gagner avec certitude une somme 100 000 euros, par exemple, ou gagner 400 000 euros avec une probabilité de 25%, ce qui sous-entend qu'on ne gagne rien dans 75% des cas. Donc je vais vous demander votre réponse. Je vous rassure, je n'ai pas interrogé non plus 50 personnes. Je pense que Régis et David m'en voudraient un petit peu. J'ai une deuxième question. Préférez-vous perdre 100 000 euros de façon sûre et certaine, ou au contraire perdre 40 000 euros avec une probabilité de 75% et perdre 120 000 euros avec une probabilité de 75%? Très bien. Donc heureusement, elle m'arrange dans ses réponses, parce que c'est exactement ce que j'attendais. On va dire que l'inverse m'aurait un petit peu embêté. Donc ce n'est pas une complice, presque. En l'occurrence, effectivement, on est là exactement dans la théorie des perspectives, dans l'effet de disposition en fait, de l'investisseur, qui va, dans une situation, en l'occurrence dans une situation de bien, préférer sécuriser ses profits. Donc tout de suite, je prends mes 100 000 euros plutôt que d'un hypothétique 400 000 euros. Et à l'inverse, dans une situation de perte, tenter sa chance. Donc, tant qu'à faire, j'ai perdu. Donc, un petit peu résigné, allez, je tente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, on a une plus forte probabilité d'avoir une grande perte que de limiter cette perte par une approche de money management très rigoureux. Donc, cette expérience, en fait, qu'on vient de faire très rapidement, résume bien une des théories pionnières en fait, en finance comportementale, qui est la théorie des perspectives, ou donc l'effet de disposition de l'investisseur, qui va donc avoir dans un cas peur de gagner, dans un autre cas peur de perdre, et réagir de façon complètement dichotomique en fait, dans cette circonstance. On peut aussi parler d'un autre élément, j'ai volontairement pris des thèses un petit peu marquantes, la morsure du serpent. Déjà quand on parle de finance, la morsure du serpent, généralement on perd quand même pas mal de personnes dans l'auditoire. En l'occurrence, la morsure du serpent traduit un biais comportemental assez marquant. L'investisseur, dont vous pouvez faire partie, va acheter des actions. J'achète 10 titres. Sur ces 10 titres, j'en ai 2 qui sont gagnants, 8 qui sont perdants, mais très fortement perdants. Ce qui va se passer, en tout cas dans la plupart des cas, c'est que je ne vais jamais réinvestir sur ces 8 titres, parce que justement, ils m'ont fait perdre. Donc, on est là typiquement dans un biais d'investisseur très important, ça veut dire qu'il va réinvestir très fréquemment dans des titres qui l'ont fait gagner, et inversement, ne jamais réinvestir sur des titres qui l'ont fait perdre. Donc, voilà ce que présente un peu la morsure du serpent. La dernière grande théorie qu'on vous présenter, c'est l'heuristique de disponibilité, où l'investisseur va, lorsqu'il va prendre une décision d'investissement, systématiquement va filtrer les informations qui lui viennent. Il a accès à de multiples informations, bien évidemment, lorsqu'il a pris une position, mais, ce qui est tout à fait humain, ne va filtrer que l'information qui l'arrange. Donc il va renforcer en fait son sentiment de confiance, et potentiellement renforcer ses pertes aussi, si jamais il est dans le mauvais sens. Donc on est là typiquement dans un biais comportemental très important, qui traduit en fait l'aspect illogique de l'investisseur et du trader, quand il est face à une situation de marché, notamment une situation de marché perdante. Je vais vous présenter un petit peu maintenant le métier de Debrement, qui se base en fait sur une approche non pas de connaissance de soi, ce qui est souvent une approche de la finance comportementale, c'est mieux je me connais, mieux je pourrais investir. Mais nous au contraire, on va jouer justement sur tous ces biais dont on vient de parler, qui vont interagir et qui vont influencer les opérateurs de marché. Donc on va scanner en fait, quotidiennement 4 grandes sources d'informations que sont les forums boursiers, les sites spécialisés, donc c'est des sites, les grands brokers, BNP, Paribas, Société Générale, des Aurel BGC ou des Traditions, des blocs financiers derrière lesquels vont se cacher aussi bien des particuliers, mais aussi des professionnels, de plus en plus, et puis les réseaux sociaux, un Twitter, Facebook. Aujourd'hui on a une masse d'informations colossales disponibles en fait, sur ces médias, mais information qui est souvent d'une qualité extrêmement médiocre, et dont il faut parvenir à extraire la substantifique moelle, on pourrait dire, pour avoir quelque chose de réellement pertinent. Donc on va scanner toutes ces informations, les optimiser,
attribuer des coefficients aux analystes ayant de bons résultats versus ceux ayant de moins bons résultats, et donc mettre à disposition de nos clients des indicateurs, donc des outils d'aide à la décision, qui vont refléter le sentiment de la communauté financière à un instant T. Je suis par exemple sur le CAC 40. Comment est la communauté financière à un instant T sur le CAC 40? En l'occurrence, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Depuis donc, le mois de février 2010, donc au-delà de la courbe qui est plutôt flatteuse pour Debrement, l'élément important pour nous, c'est ce qui est en haut à gauche, 63% d'anticipation validée, donc ce qui veut dire qu'en fait, dans 63% des cas, nos indicateurs affichent une information juste. Ce qui est très intéressant de dire, c'est que ça ne veut pas dire que dans 63% des cas, la masse d'investisseurs a raison. Parce qu'il y a des excès d'optimisme, des excès de pessimisme, et donc on va constater, au sein des 1400 sources que nous scannons quotidiennement, des moments, des espèces d'envolées lyriques où la plupart des opérateurs sont tous dans un sens, et c'est généralement le moment où il vaut mieux shorter parce que j'ai plus de relais dans le sens en question, et donc mon marché corrige. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Debrement, et donc sur l'organisation de notre bureau d'analyse qui se concentre donc justement sur cette information spontanément diffusée sur Internet. Et donc voilà, depuis maintenant 3 ans. Merci beaucoup. Je crois que c'est mon tour. Pardon, Régis. Bonjour à tous. Alors, déjà, je voudrais remercier David Turcage d'avoir organisé cette présentation, parce que ce sont des sujets dont on parle finalement assez peu. Moi, je suis Régis Jancovici, je suis directeur général délégué et responsable de la gestion dans une société de gestion qui s'appelle Efigest Asset Management. J'ai un parcours, pour ainsi dire, uniquement dans la gestion depuis une bonne quinzaine d'années. D'abord à la Société Générale. Je donne des noms, hein, contrairement à Guillaume. Je ne sais pas si on doit verser 1 euro à chaque fois ou pas. Mais voilà. Et ensuite, j'ai œuvré à la compagnie financière Edmond Rothschild, que j'ai quittée en 2007. Donc pour fonder Efigest, avec une réflexion qui était de dire comment se mettre dans un monde idéal pour gérer les actifs des clients. Et la psychologie de l'investisseur était un des sujets, pas le seul, mais un sujet sur lequel on s'est penché pour essayer justement de contourner ces biais comportementaux. Alors quel a été le cadre de travail d'Efigest Asset Management? La première chose, c'était de se dire, alors à l'époque, en 2007, il faut se souvenir qu'on est avant la crise, et qu'à cette époque-là, la plupart des asset managers proposent des fonds spécialisés et assez peu de fonds diversifiés. On trouvait ça assez curieux parce que, c'est Ibbotson qui le dit, mais je crois que tous les universitaires sur ce sujet-là, que le principal moteur de la performance d'un portefeuille, c'est l'allocation d'actifs. Alors c'est un sujet qui était assez peu traité par les asset managers. Et puis cette allocation d'actifs, on préfère le faire dans un univers diversifié, parce qu'on voit que année après année, bien évidemment, on est parti de beaucoup d'évidence, mais c'était bon de le rappeler, ce ne sont pas toujours les mêmes actifs qui font les meilleures performances. Et donc on essayait de positionner les meilleures briques dans les portefeuilles. Alors je vous expliquerai après pourquoi il y a un petit logo ETF Finance à la fin de notre présentation. Alors première question, on va reparler de sujets qui ont été abordés par Guillaume, et je m'excuse par avance si c'est un peu redondant, mais on essaiera de l'aborder un peu différemment. Les marchés financiers sont-ils efficients? C'est quoi les marchés financiers? C'est des gens qui achètent et qui vendent, qui parlent entre eux, qui reçoivent un certain nombre d'informations d'ordre politique, géopolitique, économique, microéconomique, etc., etc. Et leurs décisions d'achat et de vente font varier les cours. Alors la question qu'on s'est posée, c'est si au sein de ces gens-là, en bleu, il n'y avait pas des interactions qui faisaient que les marchés n'étaient pas si efficients. Et on a rajouté ensuite effectivement une interaction qui était importante, c'était celle avec le client. Parce que
je crois qu'il faut bien garder en tête, évidemment, on est tous là pour délivrer de la performance, et ce qui nous fait vivre, ce n'est pas la performance, c'est le fait qu'on ait des clients. Et que bien sûr, le client est là parce qu'il y a de la performance, mais pas seulement. Et donc finalement, ces marchés, ce sont une somme de personnes, et au niveau individuel, est-ce que la façon dont vous réagissez quotidiennement dans les choses qui vous arrivent, est-ce que c'est uniquement ce qui vous arrive qui fait que vous agissez de telle et telle manière, ou bien votre état d'esprit, votre éducation, la mode, etc., ne vous influence-t-il pas? Au niveau des marchés, c'est à peu près pareil. Et peut-être que aujourd'hui, si, je sais pas, s'il n'y a pas du soleil en fin de journée, le CAC n'aurait peut-être pas fini à 3%, je sais pas. Alors, ma démarche a été extrêmement empirique parce que j'ai essayé, et on a essayé chez Figès d'analyser notre expérience et de savoir quels étaient les biais dont on avait le plus souffert. Et voilà ceux que j'ai pu lister. Le biais de disponibilité, qu'on s'attache à une information qui est plus récente, et on fait des raisonnements par analogie plus que des raisonnements logiques. Le biais de confirmation, Guillaume en a parlé. On a tendance, effectivement, des psychologues ont fait des tests, ont soumis à des gérants différentes études pour savoir si ce gérant-là allait prendre l'avis de l'étude ou allait conserver l'avis qu'il avait précédemment acquis. Le biais géographique, on s'aperçoit dans les faits que les portefeuilles qui sont gérés en France détiennent 30, 40, 50% de valeur française, alors que la France, j'ai regardé encore ce matin, ça pèse 3,7% du MSCI World, l'indice mondial. On peut prendre des portefeuilles gérés en Suisse ou en Angleterre, on trouve les mêmes résultats. Le fait d'être souvent guidé par nos émotions, mettre en place des heuristiques d'affectivité, comme le disait Guillaume, la fameuse morsure du serpent. L'excès de confiance et la pensée de groupe sont deux autres exemples. Alors, je trouve également qu'on est dans un contexte qui est relativement propice à ces biais comportementaux. Alors, on aurait pu parler d'un contexte assez conjoncturel lié à la volatilité des marchés, lié à la crise, effectivement, la peur de perdre, etc. Mais je trouve que l'information et la façon dont elle est diffusée est également un point important. La quantité d'informations disponible à tous, je dirais même qu'avec Internet aujourd'hui, vous avez à peu près la même qualité d'information qu'un gérant ou qu'un trader professionnel. Alors peut-être pas la même possibilité d'analyse, parce que forcément vous ne baignez pas dedans tous les jours, normalement. J'espère que vous faites autre chose. Mais en tout cas, l'information est à peu près la même. La nature d'information, on s'aperçoit que l'information qu'on a, vous allumez BFM Business, c'est une information qui cherche à expliquer, à rationaliser tous les mouvements de marché. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours possible. D'ailleurs, des fois, on est assez sidéré par les commentaires qu'on peut entendre. La diffusion large et instantanée de l'information. La SEC vient d'autoriser les sociétés à publier sur Twitter leurs résultats et des annonces importantes. Et toute cette information renforce le sentiment de contrôle du marché. On a l'impression d'être alors soit le roi du pétrole quand ça monte et qu'on gagne de l'argent, soit complètement être en dehors du marché et noyer l'investisseur sous une somme d'informations. Et en tout état de cause, on nous modèle pour regarder le marché tous sous le même angle, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'à 14h30 aux États-Unis, il y a telle publication, on sait que tel résultat est attendu, on sait qu'on attend telle action de la BCE. Et finalement, le fait de regarder tous dans le même sens incite à des comportements moutonniers. Et alors j'ai prévu un petit test, j'espère qu'il va fonctionner, parce que, comme vous l'avez vu, à 18h, on a commencé un tout petit peu en retard à cause de problèmes techniques, on va vérifier. C'est un test qui demande certaines concentrations de votre part. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants, je pense que vous y êtes habitués.
C'est un petit film où vous allez voir deux équipes de basket, une en noir et une en blanc. Et je vais vous demander de compter le nombre de passes que l'équipe en blanc fait. Alors si certains d'entre vous connaissent ce test, je vous demanderai de garder le silence. Je vois qu'il y en a déjà quelques-uns. Alors ça, on y reviendra après. Non, c'était pas ça. Alors voilà. Donc c'est parti. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is... Alors, c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. Qui avait trouvé 13? Levez la main, s'il vous plaît. Un seul? Qui avait trouvé moins de 13? D'accord. Qui avait trouvé plus de 13? D'accord. Alors en réalité, c'est un peu vache, qui sont ceux qui ont vu passer un gorille? 1, 2, 3, 4. Pour une petite dizaine sur combien? Sur 70 personnes? Alors je vous demande de regarder de nouveau le film en essayant de voir un gorille passer qui danse le moonwalk. 13. But did you see the moonwalking bear? Le voilà. Voilà, donc vous avez vécu en live un biais comportemental. Donc c'est un peu souvent ce qui peut se passer sur les marchés quand on est concentré sur un sujet où on ne voit pas l'essentiel. Donc quelles ont été les réponses qu'on a pu apporter à ces problématiques? Elles sont triples. La première a été de sélectionner des analystes indépendants. La deuxième, de mixer une approche fondamentale et un modèle quantitatif. Et la troisième, l'utilisation exclusive d'ETF dans la gestion. Sélectionner des analystes indépendants permettait de réduire le biais de confirmation et d'éviter de mettre de l'émotion dans les investissements. Alors vous savez, un gérant, c'est beaucoup appelé par des brokers ou des asset managers qui nous disent ben voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'il faut acheter, voilà ce qu'il faut vendre. Quelque part, on peut créer comme un attachement à la personne qui vous appelle, surtout si elle vous a donné un bon conseil précédemment, vous allez tenter de la suivre la fois suivante. Pourquoi un modèle quantitatif? Éviter le biais géographique, il n'y a pas de raison de mettre beaucoup de France dans les portefeuilles. Éviter aussi l'excès de confiance. Si on gagne sur une ligne, si le modèle réduit les positions, bah, c'est un bon moyen de nous taper sur l'épaule pour aller voir ce qui se passe au niveau fondamental. Éviter l'effet moutonnier et ce que j'ai appelé le syndrome de ventre mou, tout simplement donc, pour avoir travaillé dans 2 grandes maisons et assister à beaucoup de comités de gestion. Finalement, pour mettre tout le monde d'accord, une gestion diversifiée, ça tourne entre 40 et 60% d'actions, alors que le client nous disait effectivement, c'est la crise, pourquoi vous n'en mettez pas 0, ou alors au contraire, je veux du risque, pourquoi vous n'allez pas à 100. Le modèle qui, correctement calibré, permet d'aller à 0 ou à 100. Alors, pourquoi ne pas s'appuyer uniquement sur un modèle? D'abord parce qu'il n'y a pas de modèle parfait, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord avec moi, on pourra peut-être en parler. Et puis l'enrichir d'éléments qui ne sont pas comme vision politique ou géopolitique. Et depuis quelques années, ces facteurs-là influencent énormément les marchés financiers. Les ETF, en résumé, je ne sais pas si vous êtes familier des ETF, ce sont des fonds indiciels cotés en continu sur le marché. Ça permet d'abord de ne pas cumuler de biais comportementaux, parce que si j'achète un fonds pour mes clients, bah, non seulement j'ai mes biais comportementaux, mais en plus celui du gérant. Ensuite, je ne prends pas de risque valeur. Le risque valeur, c'est une société qui fait un profit warning ou un comptable qui se tire avec la caisse ou que sais-je encore.
Ça me permet moi de me concentrer sur, on a vu 90% de la performance c'est de l'allocation d'actifs, et d'éliminer le risque d'attachement avec un dirigeant ou un gérant. Alors voilà, ça c'est le problème technique. Voilà, je voulais juste en profiter, c'était le petit film de lancement du site internet qui est encore un peu dans les cartons, mais voilà, vous auriez eu la primeur du film de lancement du site etffinance.com, un site qui permettra de sélectionner des ETF en fonction de différents critères. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à David, qui va peut-être se présenter, non? Alors déjà, j'ai beaucoup de poids sur les épaules, puisqu'ils ont fait des blagues, ils avaient des tests, et j'ai pas prévu ça. Mais on va quand même se débrouiller. Alors déjà, on trouve le slide. Juste pour rajouter un petit mot à ce qui a été dit à Régis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas organisé la conférence tout seul, je remercie le MLV, je remercie le Paul Léonard de Vinci aussi de nous recevoir, M. Carlotti, M. H, et la jeune fille blonde là assise, qui s'appelle Caroline, qui ont largement contribué à cette conférence. Vous pouvez applaudir si vous voulez aussi. Voilà, alors, donc je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, sachant que je vois beaucoup de regards que j'ai déjà rencontrés parmi les étudiants, puisque j'enseigne un petit peu ici et à l'INSEC la finance comportementale et surtout l'analyse technique. J'ai commencé en 97-98 en tant que stratège sur les obligataires, donc sur les taux et les obligations. Et j'ai fait cela pendant 6-7 ans dans un gros groupe, dans une grosse institution bancaire. Suite à quoi j'ai eu envie de m'intéresser de beaucoup plus près à la composante psychologique des prix. Sachant que je pouvais faire tous les scénarios possibles et inimaginables d'un point de vue fondamental, et j'ai l'impression qu'il me manquait un bras, voire plus. Donc je suis passé pour certains, d'ailleurs pour mon ancien mentor, en fait qui s'appelle M. Patrick Artus, dans le côté obscur de la force, et donc à l'analyse technique, etc. Donc, certains connaissent Patrick Artus, non? Bon. Donc une fois c'est ce qu'il m'a dit en rigolant, mais je pense qu'il n'en pensait pas moins. Cela dit, je pense maintenant être plus costaud que lui sur la problématique d'investissement, donc c'est pas très grave. Voilà. Et récemment, donc, bon, mon dernier job en fait dans une institution, c'était jusqu'en 2007-2008, lorsque j'ai travaillé à Londres en tant que stratège sur les actions. Et comme j'étais pas trop mauvais, j'ai décidé de rentrer à Paris et prolonger par moi-même, sachant qu'aujourd'hui, comme le soulignait Régis, on peut faire des choses assez intéressantes, entre guillemets, à partir d'un flux de données dans sa cuisine. On n'a plus besoin maintenant de travailler pour une grosse banque ou une grosse institution, du moment qu'on n'est pas trop mauvais. Mais c'est pas ce que je recommande aujourd'hui aux étudiants. Je recommande d'abord d'avoir l'expérience dans l'institution pendant quelques années, et ensuite poursuivre de leur côté, comme si jamais ils ne sont pas trop mauvais. Et puis ensuite, alors comme j'étais très utilisateur de logiciels d'analyse technique, évidemment, mais j'ai fini par en trouver certaines limites, et j'ai rencontré un étudiant extrêmement brillant il y a quelques années, avec lequel on a commencé à coder des bouts d'algorithmes et des bouts d'outils qui étaient beaucoup plus pertinents que ce qui existait dans l'ensemble des logiciels. Parce que j'ai une vision assez spécifique qui est issue de ma culture de macroéconomiste, et donc je ne pouvais pas me contenter en fait de ce qui figurait dans les logiciels. Et pour moi, ça n'a pas assez de robustesse et assez de profondeur. Donc j'ai créé un logiciel qui s'appelle, enfin nous avons créé, mon équipe et moi, donc, un logiciel qui s'appelle iWeb et qui nous permettra maintenant d'aller beaucoup plus loin et aussi de partager en fait cette vision des marchés on peut appeler une vision globale macro ou top-down, dans laquelle on peut mixer pas mal de choses. Voilà, donc je vais essayer de vous donner à travers ma grille de lecture ce que je pense de cette période 2007-2013, le lien entre cette période et la psychologie des intervenants. Alors, alors cette courbe présente en fait, pour la courbe rouge, un indice quelconque ou un titre, et la manière dont il évolue, et surtout ce qu'il faut voir ici, c'est le comportement ou la manière de se former la pensée, la psychologie, lorsque ce titre évolue en fait. Et
En fait, ce que j'essaie de décrire ici, c'est un bull market, c'est une vision assez théorique du bull market, mais on va voir en fait que ça ressemble vraiment à la réalité. Et en fonction de la manière dont cette courbe évolue, on peut voir ici les sentiments, ici, différents sentiments qui sont associés, et le type d'investisseur qui fait bouger cette courbe. Cette courbe, elle pulse, et elle est entretenue en fonction de différents biais qui ont déjà été bien décrits par les précédents conférenciers, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ce qui fait que l'irrationalité perdure et l'histoire se répète, c'est que ces différents biais, on les retrouve au cours du temps de manière assez systématique. Donc quand on dit qu'en analyse technique, l'une des hypothèses de base consiste à dire justement que l'histoire se répète, c'est l'histoire de cette irrationalité qui en devient prévisible en fait. Alors, essayez de voir, voilà, je vais essayer de trouver un test, un jeu sympathique. Quelle est la différence entre cette courbe rouge ici et celles qui sont là en fait. Donc sur la première ici, ce graphique présente l'indice Nasdaq et l'explosion de la bulle Internet. Vous pouvez voir en fait que cette courbe rouge ressemble exactement à celle-ci en fait. Donc ça c'était pour la bulle Internet. Là ici je représente un titre qui appartient au S&P 500 qui est SPG et on voit aussi à nouveau que ce titre qui appartient au S&P 500 et qui est aussi une valeur de l'immobilier en fait. Vous voyez aussi que cette courbe rouge à nouveau est quasi identique à celle que vous pouvez observer plus haut. Enfin, la dernière, Apple, semble elle aussi être dans ce type de schéma, donc à partir duquel il y a eu une croissance exponentielle des prix, et ensuite on se retrouve ici dans une sorte de déni, donc certains se disent c'est juste un mouvement correctif passager, mais en fait non, c'est l'explosion d'une bulle, et vous voyez que cette explosion de bulle, ce format en fait ce schéma en fait, c'est un schéma qu'on peut retrouver à la fois dans des indices boursiers, dans des devises, dans des matières premières, et c'est donc un schéma qui est classique qui se retrouve à chaque fois. Alors, sur ce graphique, donc, ici, ce graphique par exemple, représente donc, le VIX, qui est une mesure pour ma part, en tout cas, du sentiment et de l'irrationalité. Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est de comparer les différentes séquences en fait, ou pics de volatilité et les différents régimes de volatilité qui existent, dont nous sommes en présence depuis les années 2000. Vous pouvez observer ici, bon, il y a eu d'abord l'attentat du World Trade Center ici, qui a formé un pic de volatilité. À nouveau, cette volatilité est une mesure du risque et donc du sentiment de marché. Ici, c'est l'explosion de la bulle Internet et donc la volatilité progresse fortement et elle laisse place à un régime que j'appelle le régime 1, un régime dans lequel on rentre finalement au cours de ces années-là dans un bull market classique dans lequel il n'y a plus de crainte particulière. Il y a toujours de l'incertitude puisque les marchés sont forcément incertains, mais la crainte des investisseurs et donc leur psychologie est, elle, assez contenue, hein, puisque vous voyez que le régime 1 évolue entre 10 et 20%. Donc, ce dont on se rend compte en observant ce graphique, c'est que la crise Internet laisse place à un régime unique, un régime de volatilité unique, et donc à une forme à un sentiment qui reste optimiste, qui laisse place à un bull market. En revanche, la crise que nous vivons depuis 2008, elle, laisse place à différents régimes avec des sauts de volatilité qui viennent de temps en temps d'un peu nulle part. Elle commence ici en 2008, ici. Ensuite, on a le régime 4 qui est le régime le plus puissant en termes de volatilité. Cette volatilité explose suite à la faillite de Lehman. Et finalement, il y a aussi le régime 3 qui rejoint à peu près les niveaux observés lors de l'éclatement de la bulle techno, mais aussi des attentats du World Trade Center. Donc en fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que autant la crise Internet a laissé place à un seul régime, autant la crise de 2008 laisse place à différents types de régimes, avec des sauts comme ça, des petits pics qui sont extrêmement rapides et qui sont assez surprenants. Et donc, on est dans un environnement qui est vraiment différent de celui observé lors de l'explosion de la bulle Internet. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi ?
à cause de cette phrase que j'affectionne particulièrement, donc, et de ce film et de ce type qui a influencé mes choix à certains moments. Et donc en fait, ce qu'il dit ici, c'est, enfin, il demande à Bud Fox, son poulain, il lui demande pourquoi, à ton avis, les gérants de fonds se font battre par l'indice de valeur de la S&P 500. Et donc il fait la question et la réponse, parce que ce sont des moutons et les moutons se font massacrer. Dans la traduction française, c'est les moutons se font tondre. Et donc, pour éviter d'entrer dans ce paradigme, il est important aujourd'hui de comprendre que le monde psychologique suite à cette crise de 2008 est différent du monde psychologique suite à l'explosion de la bulle de 2001. Et il est important de savoir dans quel régime on se situe ici. Donc évidemment, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le régime 4, mais vous voyez qu'on peut facilement entrer dans le régime 2 ou le régime 3, qui implique un mode de gestion différent. Alors, maintenant, essayons de voir comment il faut s'y prendre en termes de gestion, ou du moins à mon avis, selon le régime dans lequel on se situe. Donc, le régime 1, c'est un marché haussier classique, celui qu'on a vu au cours des années 2003-2007. Et donc, évidemment, même, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas extrêmement fort en marché financier, il pourra acheter presque les yeux fermés, et il sera ravi de faire un rendement positif, de réaliser un rendement positif. Et donc, le régime 1, forcément, ça consiste à se positionner à l'achat et alléger selon les processus de micro-saut de volatilité, puisqu'on a vu dans le régime 1, il y a bien un mouvement erratique entre deux bornes, mais il se peut qu'il y ait des petits sauts de volatilité. Forcément, un saut de volatilité, donc un changement psychologique momentané, implique d'alléger sensiblement ses positions. Alors, quant au régime 2, le régime 2 implique, je vous rappelle, donc je vous rappelle, le régime 2 c'est ça. Ok, vous voyez là. Donc c'est extrêmement erratique en termes de volatilité. Et donc là, dans ce cas-là, le marché est emprunt au doute. Et forcément, il y a des évolutions de marché qui sont extrêmement rapides. Et de ce fait, il faut forcément raccourcir son horizon de temps d'investissement, puisque si le marché évolue plus rapidement, donc forcément, on ne peut pas conserver des positions comme dans le régime 1. Il faut être beaucoup plus, avoir cette capacité d'observer le marché de manière dynamique et entrer-sortir rapidement. Ça nécessite aussi de renforcer les couvertures si vous êtes un gérant classique et initier des positions short selon le timing si vous êtes un autre type de gérant, par exemple un trader propriétaire. Le régime 3, lui, consiste en fait, c'est le mouvement de crise qu'on a vu lors de l'explosion de la bulle Internet ou de la crise de la zone euro ou la dégradation des États-Unis de leur triple A. Et donc ça, c'est un régime qui est qui bouge très rapidement et qui nécessite encore de faire encore plus d'efforts sur l'horizon de temps d'investissement et la dynamique des positions que l'on va prendre et gérer. Évidemment, le régime 4, c'est-à-dire lorsque le VIX a atteint 90%, 80-90%, est un régime qui ne permet pas de gérer sereinement aucune position en fait. Donc voilà. Donc selon ces différents types de régimes, il va falloir s'adapter. Donc c'est important de savoir que cette crise que nous traversons implique un changement de psychologie qui implique lui-même l'existence de différents régimes avec des sauts rapides et dans ce cas un mode de gestion qui doit changer rapidement selon qu'on est d'un régime à un autre. Voilà. Alors une possibilité déjà pour essayer de s'en sortir dans le régime 2, sachant que dans le régime 1 finalement tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu, c'est d'essayer de voir quels sont les secteurs qui sont surperformants ou sous-performants. Puisque dans le régime 2, je vous rappelle, on peut être soit long de position ou long de titre à certains moments, soit, si on a une allocation tactique de portefeuille, shorter le marché sur certains titres. Donc cette courbe en fait représente l'évolution du secteur banque, chimie, auto, food and beverage, et j'arrive plus à me relire là-bas, financial services. Et donc, le tout divisé par un benchmark et Dow Jones sur le stock 50. Et évidemment, le tout aussi est rebasé, donc quand on base 100, à partir de 2007,5. Et donc ces courbes permettent de voir quels sont les secteurs qui surperforment le marché sur la période et quels sont ceux qui sous-performent.
Donc en un clin d'œil, vous pouvez comprendre, évidemment, que lorsque le marché progresse, donc monte, il faut de toute évidence s'intéresser aux secteurs qui surperforment, donc la chimie et la courbe grise, donc food and beverage, qui sur la période sont en tendance clairement ascendante. Et lorsque le marché baisse, il va falloir s'intéresser à des secteurs qui sous-performent, ou baissent ou corrigent sensiblement. Il va falloir s'intéresser à des secteurs qui sous-performent et acheter des trackers verts ou vendre à découvert des titres. Et donc forcément là, ça va être des titres plutôt de la courbe rouge, donc du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, s'il y a des mouvements très erratiques des indices, et notamment de baisse, par exemple, si vous êtes capable de déterminer que sur les prochaines semaines ou prochains jours, certains indices risquent de plonger, il va falloir s'intéresser à des trackers verts sur banque ou bien à shorter des bancaires, qui parfois sont déjà sur des nouveaux points bas en fait. Pardon ? Parfois c'est différent. Non, j'ai shorté des valeurs bancaires, il y a des périodes durant lesquelles ça a été interdit par l'AMF ou par d'autres autorités européennes. Oui, c'est juste. Mais on peut toujours acheter un tracker vert banque. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc il y a toujours moyen de s'en sortir ou de contourner les règles. Parce que les règles sont là pour être contournées, vous le savez bien. Voilà. Alors finalement, voilà, je vous montre un exemple de ce qu'on peut faire dans notre domaine, enfin dans mon domaine en analyse technique. Je sais qu'en août donc, de l'année dernière, de 2011, pardon, je sais ici que le secteur bancaire est sous-performant ici, tendanciellement, d'accord? Donc je sais aussi que si le marché baisse, donc s'il y a une forte chute du CAC 40 ou des principaux indices, je vais chercher à shorter si possible, des actions bancaires. Et donc voilà ce que ça donne exactement. En fait, en août 2011, ici, ce titre, donc BNP, forme enfin, ce qu'on appelle un double sommet, donc il y a un changement d'opinion sur ce titre, avec une ligne de coût qui est tout à fait déterminée, et peu avant, il avait donné des signaux précurseurs à la rupture de cette droite de tendance, et évidemment à la rupture de la ligne de coût, mais en observant aussi par ailleurs que les indices boursiers allaient former de nouveaux creux et allaient accélérer à la baisse, il pouvait être intéressant d'initier une position courte sur BNP. Alors, étant donné qu'on va aussi parler de finance comportementale, il est intéressant de comprendre le fonctionnement des marchés et la psychologie des intervenants, mais il est encore plus important, voire tout aussi important, de se maîtriser soi-même et de comprendre quels sont les biais auxquels nous sommes soumis. Il y a différentes possibilités de faire sur le marché. Soit vous utilisez un système de trading systématique, auquel cas vous avez juste à gérer c'est jamais juste, mais vous devez gérer le système qui lui-même gère les positions, donc, et ce système, bien évidemment, n'est pas épris de sentiments. Soit vous agissez en tant qu'investisseur, vous avez réalisé un investissement de type discrétionnaire, et c'est vous qui gérez votre position de bout en bout. Auquel cas, il va falloir que vous compreniez que vous êtes soumis vous-même à un certain nombre de billets, et de toute évidence, il va falloir les contrôler. Sinon vous allez à la faillite. Il existe différentes méthodes en analyse technique pour se soustraire à ce genre de biais. Soit vous pouvez utiliser, en fait, vous voyez cette courbe rouge ici qui suit en fait les cours, qui s'appelle un indicateur super trend, qui permet en fait de gérer de manière automatisée ses stops et son risque. L'intérêt de cette courbe, c'est qu'au fur et à mesure que la position s'enfonce, enfin pas s'enfonce, mais du moins le titre s'enfonce, cet indicateur vous dit directement où est-ce qu'il faudra vendre si le marché, où est-ce qu'il faudra acheter si le marché se reprend. Donc en fait, vous pouvez utiliser différents indicateurs. Ici, je vous en présente un, le super trend. On peut aussi utiliser le parabolique SAR, qui est un indicateur en fait qui accélère exponentiellement avec les cours et qui est beaucoup plus dynamique. Mais il existe une panoplie d'indicateurs donc en analyse technique pour se prémunir de ses propres biais, et c'est justement le plus important. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail graphique de tout cela, parce que ce n'est pas le sujet, je pourrais en dire davantage. J'essaie de dresser les grandes lignes de ce que l'on peut faire avec l'analyse technique et les indicateurs qui existent en analyse technique. Une autre manière de faire, c'est de ne pas utiliser
des indicateurs qui permettent de suivre l'évolution des cours, et avoir un plan précis et rigoureux selon différents états de la nature. C'est-à-dire, si les cours baissent, je vais agir de telle ou telle manière. Si au contraire ils se reprennent, je vais agir de telle ou telle manière. Donc ça signifie d'avoir un plan et avoir l'idée de conserver à l'esprit que les marchés sont dynamiques et n'évoluent pas nécessairement dans le sens que l'on anticipait. Tiens, il y a un biais dont je vais vous parler qui est assez intéressant. Il y a une étude justement en finance comportementale qui stipule que à partir du moment en fait, où un individu a investi sur son ticket de PMU, il a un espoir quant à ses gains qui est complètement différent de celui qui prévalait lorsqu'il n'a pas investi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une position, votre espoir de gain n'est plus égal du tout à celui qui prévalait lorsque vous n'avez rien investi. Donc ça veut dire que, et ça, alors selon cette étude, c'est quelque chose qui arrive en quelques dizaines de secondes. C'est-à-dire que vous changez complètement, vous n'êtes plus le même, selon que vous avez investi ou non. Donc ça, c'était fait sur des gens qui investissaient au PMU, mais on peut considérer que la bourse est aussi une loterie, donc ça peut aussi revenir à la même chose. Alors, in fine, comme vous l'avez représenté Guillaume, ici, vous avez ce fameux effet de disposition. Et en fait, en agissant de la sorte, c'est-à-dire en étant capable de positionner ces stops, soit avec un indicateur issu de l'analyse technique, ou en étant capable de bien gérer ses positions avec un maximum de rigueur, qu'est-ce qui va arriver finalement? Eh bien, au lieu de rentrer dans cet effet de disposition, cet effet de disposition ne va plus exister et vous allez rentrer dans ce genre de choses, c'est-à-dire si à un moment donné vous êtes perdant, vous allez couper votre position et donc il n'y a plus de préférence pour quoi que ce soit. En revanche, le fait ici d'initier une position courte par exemple et de laisser l'indicateur vous donner le ton de la position, enfin la gestion de la position à suivre, bien finalement vous avez, ça vous donne la possibilité d'avoir une espérance marginale une utilité marginale qui, elle, par contre, continue à croître et qui n'est pas marginalement décroissante. Donc c'est l'intérêt, en fait, d'initier ce genre de choses que de s'extraire de l'effet de disposition qu'a décrit tout à l'heure Guillaume et de rentrer dans un autre paradigme. Donc c'est moi qui l'ai rajouté, ça ne vient pas de Kahneman et de Tversky, c'est juste David Turcage, quelqu'un comme ça qui habite dans la banlieue de Paris. Mais qui quand même a des idées qui peuvent être intéressantes. Et donc ce que je vous suggère, c'est d'avoir toujours à l'idée, à l'esprit, d'initier des positions avec un plan rigoureux et surtout avec un état d'esprit, c'est ça le plus important, qui vous permet de vous soustraire, de vous extraire de l'effet de disposition, sans quoi vous allez à la ruine. Alors pour conclure sur ce que je voulais dire, c'est que l'explosion de la dernière bulle, donc la bulle immobilière, a généré en fait un changement dans l'état psychologique des intervenants. Ce n'est pas le même que celui que l'on a pu observer lors de l'explosion de la bulle Internet. Et dans ce régime-là, des régimes de volatilité se succèdent avec des processus de saut au sens statistique qui sont beaucoup plus erratiques et beaucoup plus difficiles à maîtriser. Donc on est dans un monde qui est différent. C'est pour ça que la conférence en fait s'appelle 2007-2013, la psychologie d'intervenant. Eh bien, c'est intéressant d'observer que à partir de 2007 et jusqu'à présent, cette psychologie a modifié. Il y a eu une rupture dans l'état émotionnel des intervenants et des investisseurs. Et évidemment, alors il est très important d'adapter son style de gestion selon qu'on est dans un régime 1, 2, 3 ou 4. Si on n'a pas la mesure et la connaissance qu'on est dans tel ou tel régime, donc on ne peut pas adapter ses positions et sa vision des marchés, et donc nécessairement aussi on risque de faire des pertes assez lourdes. Voilà, et donc quel que soit le régime, parce que ça c'est la vision qu'on a quant au marché, mais ce qui est important aussi, c'est être capable de maîtriser ses propres biais émotionnels. Donc il faut évidemment s'extraire de l'effet de disposition. Je vais conclure sur la chose suivante. In fine, les marchés c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour extraire un gain positif dans ces marchés, donc je reprends une phrase toujours d'une personne qui m'a influencé, donc c'est celui de gauche, le méchant là. Dans tous les cas, donc, ce qu'il dit à Bud Fox, c'est que tu gagnes un peu, tu perds un peu, mais tu te bats comme un dingue. Voilà. Ça signifie que les marchés, c'est une lutte tous les jours contre
un individu ou quelque chose d'impalpable que sont les marchés. Voilà, je l'ai fini sur ma présentation. Lucie Manlot, qui arrive avec un tout petit peu de retard, mais qui va pouvoir nous accompagner. Oui, donc j'espère, voilà, donc après ces trois présentations très intéressantes, donc nous allons commencer à organiser cette table ronde. Donc encore une fois, je vous invite à ce qu'elle soit très interactive. Donc je passe le micro à Lucie Manlot, donc, qui va donc, orienter également donc, les questions donc, du public vers nos intervenants et organiser cette articulation. Merci beaucoup. Donc moi en fait je représente le magazine Traders, qui est à la base un magazine allemand qui parle, on l'a implanté en France il y a 1 an, et qui parle donc de trading. Voilà. Alors tout d'abord, pour revenir à la dernière citation que tu fais, David, sur on gagne un petit peu, on perd un petit peu, mais on continue toujours à se battre. Il y a quand même, on dit souvent que dans les marchés, il y a 10% seulement de traders qui arrivent à vivre sur les marchés, à prospérer, et seulement 90% restants qui finalement sont victimes de leurs émotions, en quelque sorte. Donc, comment ça se fait? Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup de continuer à se battre? Alors d'abord, j'espère pour toi, sinon ton magazine ne va pas faire long feu. Et en fait, évidemment, il faut d'abord, quand on se bat, on arrive avec des armes. Donc il y a beaucoup d'individus parmi les 90% dont tu parles qui arrivent sur le marché sans avoir aucune arme, sous-entendu un certain nombre de connaissances et de réflexes. Quand on envoie, alors moi j'ai pas fait l'armée, mais bon, quand on envoie quelqu'un sur le théâtre d'opération de guerre, il subit un certain temps d'entraînement et ensuite on lui met enfin pas ensuite, on lui a déjà mis un fusil à la main et on l'envoie à la guerre et éventuellement évidemment il est coaché et il est suivi par un capitaine, qui joue le rôle du gros bras dans les films américains et qui est responsable de la compagnie, etc. Et évidemment on n'arrive pas dans la même manière dans les marchés sans aucune, avec peu de connaissances, face aussi à quelque chose qui est peut-être considéré comme un choc psychologique. Quand on rentre quand on a une position ouverte, on ressent un certain nombre d'émotions et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces émotions peuvent mener à faire de nombreuses erreurs que l'on n'aurait pas fait si on n'était pas en position. Donc en tout cas, si on doit recommander à 90% des gens qui perdent quelque chose, c'est d'abord de s'initier, d'avoir une certaine profondeur et une certaine compréhension et surtout d'éviter d'écouter des discours dans lesquels justement il y a des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis où l'on dit, où on inculque à certains qu'ils peuvent quitter leur job, ça va être très facile, ils ont juste un compte à ouvrir. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a des recettes finalement pour éviter ces pièges-là? Alors la recette... Tu parlais de dire se connaître mieux, évidemment ça c'est oui. important tout à l'heure, un comportemental. Est-ce qu'il y a des recettes pour... Alors la première solution déjà c'est le travail. Pour toute chose il faut travailler, il faut mouiller sa chemise. Il faut bien comprendre que dans le trading c'est même encore pire puisque c'est une guerre, il y a une phrase que je n'ai pas citée, c'est qui dit c'est une guerre de tranchées, il n'y a pas de pardon. Et aussi la phrase qui suit aussi c'est si tu veux un ami, achète-toi un chien. Donc ça veut dire il faut rendre a friend by a dog ou quelque chose comme ça. Donc in fine, il faut être prêt à ça. Alors la méthode, la première méthode, c'est pas exceptionnel, c'est la méthode qui consiste à apprendre et à prendre le temps. Et à aussi essayer de se comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire la méthode en fait consiste à comprendre le marché, comment il évolue, pourquoi il évolue, quelle est sa dynamique, mais aussi à se comprendre soi-même. Je pense que le marché en fait intensifie ce que nous sommes déjà. C'est-à-dire quelqu'un qui est joueur aura tendance à être plus joueur. Quelqu'un qui est timide quant au gain rentrera dans l'effet de disposition et quand il va gagner un petit peu, il sortira trop tôt. Donc je pense que le marché intensifie ce que nous sommes déjà et il convient de bien se comprendre. Donc la méthode que je pourrais dire, c'est le travail et beaucoup de travail et beaucoup d'informations qui sont à drainer
avant de passer aux commandes. Voilà. Donc en fait, je n'aime pas spécialement de méthode, si ce n'est le travail. Voilà. Je voudrais juste compléter la réponse de David. De par mon expérience, je dirais qu'en général, une méthode qui permet d'enregistrer quelques succès, c'est de couper les pertes et de laisser les gains progresser. Et c'est parfois, alors pour avoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai fait beaucoup de gestion privée, donc avec un contact avec des particuliers. Et souvent, c'est le contraire qui est fait. C'est-à-dire que quand on gagne un petit peu, on vend, et les pertes, on essaye de les moyenner, on a du mal à reconnaître qu'on a pu se tromper. Et décidément, c'est pas tiré du film de David, mais on aura beaucoup d'expressions ce soir. Et l'expression qu'il convient d'éviter de suivre, c'est d'arroser les mauvaises herbes et de couper les belles plantes. Est-ce que le biais comportemental est différent lorsqu'on est gérant pour autrui? Pas tant que ça. C'est-à-dire, j'aurais pour rôle de dire non, absolument pas, je ne suis pas le biais comportemental, pas du tout. Il y a une porosité entre les biais du particulier et les biais du gérant, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le gérant cherche avant tout à garder son client. Donc, il est quelque part, peut-être même parfois malgré lui, obligé d'adopter la psychologie de son client. Et donc, en étant en phase, ça peut le pousser à faire des bêtises. Et c'est aussi une des raisons qui m'a incité à abandonner la gestion privée pour faire de la gestion collective, parce qu'au sein d'une gestion collective, on a un peu plus d'opacité qu'on peut avoir par rapport à une gestion privée, et que cette opacité, finalement, à mon sens, elle rend service au client. Alors, il n'y a pas le charme, le client n'a pas le charme de voir ses avis d'opérer arriver en disant tiens, il m'a acheté ça, il m'a acheté ça. Mais au final, je pense que c'est plus raisonnable comme chose. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Oui, j'en ai une. André Abrignon. J'ai en réalité une question, à la fois une question, et je voulais répondre à la question de Lucie Morlot. Il y a un secret, effectivement. Le vrai secret, c'est de comprendre que la bourse est un casino. Alors ça va faire pleurer tout le monde, mais en réalité, la bourse est réellement un casino. Qu'est-ce qui se passe dans un casino? Il y a des tas de perdants, il y a un gagnant. Qui est-ce? L'État. Le directeur du casino. Oublions l'État, lui est le super gagnant. Il ne fait rien pour. Le directeur du casino, lui, il a trois possibilités, trois outils dans la main. Un, il a des probabilités pour lui, le 0, par exemple, à la roulette. Deuxièmement, il a la possibilité de fermer la banque. Donc il peut faire sauter la banque, il arrête. Donc il coupe les pertes. Et troisièmement, il connaît parfaitement, sur un nombre très grand de coups, combien il va gagner. Tout casino dans le monde gagne entre 3 et 4%. Maintenant, ils en font une bonne gestion, une mauvaise gestion, c'est une autre histoire. Mais donc, à partir de ces trois éléments, le trader peut faire exactement pareil. Il coupe ses pertes, et stop. Il peut, deuxièmement, il sait qu'il gagne en gros, moyennant 4 fois sur 10 quand il joue bien. Et puis, il a aussi la possibilité d'améliorer ses probabilités, par exemple, par la connaissance de l'analyse technique. Donc, normalement, si vous voulez, en utilisant les recettes du casino, et j'en connais quelque chose, mon père était un très grand joueur, et c'est lui qui m'a expliqué ce qu'était un casino. Il a perdu beaucoup d'argent. Mais il n'était pas directeur du casino. Mais il m'a expliqué que le seul moyen de gagner au casino, c'était d'être directeur du casino. Alors voilà, donc il y a quand même une recette qui est complétée, qui complète ce que disait David, c'est-à-dire qu'effectivement, pour déterminer les probabilités, il faut énormément travailler. Ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent avant 8 ou 10 ans de pratique sur les marchés. Il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Bon, ça c'était ma réponse. Deuxièmement, j'avais une question pour David, qui était la suivante. Est-ce que vous avez noté, à travers les années, l'influence du trading systématique? Je sais bien que ça porte sur des toutes petites unités, mais est-ce que vous avez noté une différence de comportement des marchés avec l'utilisation du trading systématique et du trading à haute vitesse?
Merci. Entre trading et systématique et trading de fréquence, il y a certaines distinctions. Il y a une distinction, mais mettons-les un peu dans le sens, parce que de toute façon, si vous voulez, à part l'analyse purement du carnet d'ordre, il existe aussi énormément de trading, je dirais, à haute vitesse qui est systématique. Et je ne sais pas d'abord si ces statistiques sont disponibles, mais peut-être que ce dont je parle aussi, c'est-à-dire des processus de saut rapide et des mouvements assez erratiques qu'on peut observer depuis ces derniers temps, peuvent être justement l'objet, enfin, peuvent être issus de phénomènes de surréaction de machines. C'est une possibilité, mais ma réponse est vague, mais en même temps, je n'ai pas de. Et je ne crois pas que certains aient des chiffres relatifs à ce genre de choses. Une remarque sur la bourse casino. La première, c'est que je n'ai pas l'intime conviction que les cours de bourse suivent une suite aléatoire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, quand bien même ce serait le cas, les pourcentages que vous mentionnez sont valables à partir du moment où il y a un nombre de tirages extrêmement important. Important, bien sûr. Si la bourse est une suite aléatoire, il faudrait peut-être beaucoup de cycles pour retrouver des statistiques cohérentes. Des cycles tellement longs que le client n'est plus là, que le gérant n'est plus là. Ça dépend quelle est votre période de temps. Si vous jouez à 5 minutes, vous allez avoir beaucoup de cycles. Vous allez avoir beaucoup de lait. Non, enfin bon, je suis un investisseur plutôt long terme. Si je dois considérer que c'est le hasard qui font vivre les cours de bourse, alors je n'ai pas cette impression. Et je trouve qu'il y aurait une période de temps tellement énorme pour le démontrer que je serais plus là pour le voir. Il y a une étude intéressante qui est sortie récemment. Vous trouverez dans le fait. Oui, bonjour, c'est Thierry. Pour me mettre à l'écart de mes émotions, j'ai utilisé le backtesting sur un logiciel de Metastorm, je sais pas si je peux aller. Et je me dis, je vais tester les choses élémentaires, MACD, le moyenne parabolique, et sur 20 ans, et je vais voir ce que ça donne. En bougie jour, heure et 10 minutes. Et là, j'étais surpris qu'en essayant tous ces systèmes, sur le long terme, tout était très bon. Pourtant, tout le monde nous dit d'utiliser Ça s'appelle le biais de représentation. ces systèmes. J'ai utilisé les valeurs par défaut. Heureusement, j'ai tout spéculé. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais entamer parce que David a une plus grande expérience que moi, donc je vais essayer d'être crédible 2 minutes. Pour tout vous dire, sur ce sujet-là, c'est un des sujets qu'on a beaucoup étudié en fait dans un mémoire de recherche. C'était l'influence du MACD, du RSI et des bandes de Bollinger. Sur une période qui était 2003-2009, donc pour avoir le cycle parfait, phase de hausse puis phase de crack. Et en l'occurrence, ce que vous dites est complètement juste, puisqu'en l'occurrence, on arrive notamment sur le RSI et le MACD à des performances inférieures à 50%. Les bandes de Bollinger, on est infime, on est à quelque chose supérieur à 50%. Ce qui montre bien que en fait, votre performance va être liée un petit peu à il y a un facteur chance, il y a un facteur aléatoire, mais c'est surtout comment combiner les différents indicateurs. Et donc là, vous évoquiez un élément, et ça répond un petit peu aussi à une logique de est-ce qu'il existe une recette parfaite? Si elle existait, en l'occurrence, je pense que la personne qui va trouver ne serait pas ici. Ce qui est sûr, c'est que de la rigueur et s'imposer une vraie règle de fonctionnement. Comme un robot, enfin, on parle de trading systématique tout à l'heure, de trading automatique, un robot a l'avantage de ne pas avoir de sentiment. Donc lorsqu'on définit un point où la position va être coupée, dans un sens ou dans l'autre, le robot l'exécute, sans se dire je pense que je suis sur un point bas, c'est sûr que ça va remonter, j'attends encore un petit peu, on est vendredi, j'attends lundi. Là, dans ce que vous dites, c'est simplement, comme évoquait M. Briand il y a 2 minutes, en l'occurrence, quand on croise plusieurs indicateurs, on arrive à améliorer un petit peu ses performances, mais lorsqu'on regarde un indicateur en par un, on n'arrive pas au poids à 50% de performance. Mais vous avez quelque chose de positif sur le long terme? Alors,
sur le long terme, en l'occurrence, tout dépend de ce qu'on se fixe comme horizon de temps, parce que le long terme, ça peut, selon un investisseur, selon un autre, dans les faits, en tout cas nous, sur l'expérience que nous avons faite sur les 6 ans qui se sont passés, qui ont été des phases hautes et basses, on a constaté que la performance était assez difficile à avoir, mais bon, en l'occurrence, on avait vraiment un cycle qui revenait à l'équilibre, en l'occurrence, ce qui peut justifier qu'on ait 0 de performance. Je reviens juste sur ce que vous venez de dire là. Pourquoi il y avait un facteur chance? Vous pensez réellement que dans le trading, le facteur chance c'est important? Parce que beaucoup de traders vont dire non, on respecte le plan de trading le matin, je sais exactement ce que je vais faire, donc du coup, je suis paré à tous les aléas. Donc, en quoi est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un facteur chance qui pourrait du coup impacter les résultats? Alors là-dessus, c'est intéressant parce que le trader, par définition, a souvent tendance à suramplifier les queues de distribution. Donc les événements extrêmement rares, donc la séance à -10 en une journée par exemple, c'est quelque chose quand le marché baisse, le trader se dit eh bien ça peut arriver. Alors dans les faits, c'est quelque chose qui est vraiment infime sur le nombre de journées de bourse. Donc facteur chance, peut-être que je me suis mal exprimé, mais en tout cas le facteur exceptionnel peut arriver. Ce facteur exceptionnel, le trader aura juste l'intelligence d'avoir justement positionné un stop dans un sens ou dans l'autre qui va lui permettre de prendre ses profits ou couper ses pertes, alors que l'investisseur particulier, en tout cas l'investisseur lambda, parce que certains investisseurs particuliers sont excellents, l'investisseur lambda va lui avoir tendance à malheureusement être dans le mauvais sens. Pour revenir sur l'aspect comportemental du trading, beaucoup d'analystes prônent la lecture des graphiques stricto sensu pour se prémunir justement de ce biais comportemental. Pensez-vous, est-ce qu'il faut vraiment toujours séparer l'analyse technique de la finance comportementale? Je pense que c'est une question pour David, effectivement. Il est difficile de scinder son cerveau en 2 parties, on s'en est bien d'accord. Me concernant, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par être stratège sur l'obligataire, donc pur fondamental, et ensuite j'ai passé à des aspects plus psychologiques et techniques. Au début, j'avais justement un scénario a priori, compte tenu de ce que je pensais croire ou comprendre d'un point de vue fondamental. Et justement, ce biais me menait à lire dans les graphiques ce que je pensais déjà croire. Donc ça signifie qu'en gros que si on regarde des graphiques et qu'on a déjà un billet ou un avis sur ce qu'ils doivent nous dire, donc forcément l'analyse technique n'aura aucun intérêt en fait. Donc il faut parvenir à clairement séparer les deux. Là je regarde un graphique et là j'ai des flux d'informations qui me permettent d'avoir certaines opinions d'ordre fondamental. Mais c'est extrêmement difficile de le faire puisque on est toute la journée abreuvé par un certain nombre d'événements fondamentaux, donc des flux de news qui nous parviennent, et arriver ensuite à lire les graphiques avec différentes méthodes de manière très très objective, c'est assez difficile. Cependant, si vous ne faites pas ça, inutile de faire de l'analyse technique. Soit vous faites du fondamental, soit du technique, mais vous ne pouvez pas faire l'un et l'autre à la fois. Il faudrait presque ne pas regarder la légende du graphique qui est étudié, pour ne pas projeter l'idée qu'on s'en fait avant. Oui. Je voulais rajouter quelque chose sur la question qui a été posée tout à l'heure, qui était une question très d'ordre de l'analyse technique. Vous regardez parfois les émissions de cuisine, vous savez, sur la télé, où il y a des chefs qui font des tacos super bons, ou alors le type il va vous montrer qu'il va construire une baraque dans le jardin, c'est très facile avec son marteau, etc. Et ça paraît très facile, donc évidemment, justement, il dispose d'une méthode. Voilà, il suffit de mettre la coriandre avec l'huile d'olive, etc., etc. Mais in fine, on arrive rarement au résultat qu'on a vu à la télé. D'accord? Donc ça veut dire que même quand on a la méthode, et de manière assez précise, il s'est dit ouais, il faut faire ça, ça et ça et ça, et bien ce qui fait la différence entre certains qui essaient de cuisiner dans le coin et les autres, c'est ce qui s'appelle le tour de main. Donc ça, ce n'est pas parce que en fait, vous avez testé des méthodes où l'écrit vous prenez le MACD, ci et ça, vous mélangez ensemble, et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En fait, il y a vraiment un tour de main, il y a vraiment l'expérience qui compte et la manière dont on va faire les choses. Et souvent, il y a beaucoup de raccourcis qui sont proposés notamment par les brokers. En disant, écoutez, un modèle qui fonctionne sur 2 mois, 3 mois, même 6 mois, on en trouve des dizaines. Par contre, un modèle qui perdure dans le temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à trouver. Cette phrase dénote bien justement que les investisseurs qui sont institutionnels ou particuliers vont à un moment donné tous regarder la même chose au même moment. Dès lors que
ils font ça, le modèle est caduc. Le modèle de Brement, en l'occurrence, se base sur l'information qui est spontanément diffusée sur Internet. Donc, lorsque dans des forums boursiers où on appelle une majorité d'investisseurs particuliers vont publier une anticipation, je suis haussier, je suis baissier, bon. Les blogs financiers pareil, les sites spécialisés pareil, on arrive à des taux, à déceler des zones qui sont des zones d'excès et où en l'occurrence l'ensemble des investisseurs, qui sont institutionnels ou particuliers, sont tous dans le même sens. Ces zones-là sont des zones de retournement de marché, parce que justement j'ai une sorte de consensus qui est tellement bullish ou bearish, peu importe, que je vais manquer de relais. Ce relais m'amène à partir dans le sens contraire. Ce que je souhaite ajouter, c'est que l'information en tant que telle, en tout cas une information qui va faire bouger un cours de bourse, va avoir un cycle en 3 étapes. Je peux dire ici. C'est dommage, j'ai pas de tableau, je vais le dessiner virtuellement, faire un petit peu de preuve d'imagination s'il vous plaît. On a toujours, lorsqu'on trade, une première phase de hausse qui est dessinée par les insiders, donc les personnes qui ont l'information. Ah ouais, comment ça? On va encore plus dessiner. Donc, les insiders qui vont profiter en fait. Non, c'est vraiment nul. Les insiders qui profitent en fait d'une première phase de hausse. Et cette phase de hausse en fait est complètement occultée par le marché. Parce que c'est les premières personnes qui vont rentrer dans le marché. Après les insiders, j'ai les consensus professionnels. Donc par définition, qui dit professionnel, dit secret. Donc l'investisseur particulier, ou en tout cas l'investisseur lambda, n'y a pas accès. Donc j'ai ma première phase, ma seconde phase. Et ma dernière phase, c'est ce que j'appelle l'écume. L'écume, c'est l'investisseur particulier qui va entendre les médias financiers, son interlocuteur boursier, lui dire « Attendez, vous avez vu ce qui est sorti dans les Échos ce matin, il y a une super statistique, il faut que vous rentriez. » Donc on a généralement une petite phase de hausse qui continue, et généralement ensuite, la correction qui interagit, parce que justement, l'insider, une fois qu'il voit l'information dans la presse, se dit « Oh là là, c'est fini, il vaut mieux que je sorte et que je récupère mes bénéfices. » Donc on est bien dans un schéma où, en tout cas, ce schéma ne bougera jamais. Et c'est en tout cas ce sur quoi on se base, et c'est la raison pour laquelle de Brement se développe, c'est que pour nous, il y aura toujours ce schéma en 3 étapes entre l'insider, puis le consensus, puis l'investisseur particulier. Lorsque on fait notre indicateur sur des valeurs ou sur des indices boursiers, et qu'on a un consensus qui est majoritairement dans un sens, ça veut dire qu'on est exactement dans le cas de l'écume. Donc quand je suis dans le cas de l'écume, mon marché se retourne, et donc j'ai un indicateur qui vient contrarier. Alors justement, votre indicateur n'a pas accès donc à la source d'information des insiders. On est sur de l'écume pure. On est vraiment, et c'est comme ça qu'on se définit, on n'a absolument pas la prétention de dire que nous sommes dans les petits papiers des salles de marché, mais exclusivement sur l'écume, donc sur le bruit ambiant en fait qui va être présent. Là, si on faisait un sondage immédiatement sur l'évolution du CAC 40, hier ou aujourd'hui, donc hier qui aurait dit que le marché allait faire plus 3% ou pas, c'est justement ce bruit ambiant en fait qu'on s'efforce d'analyser, de traiter, et qui va nous permettre d'avoir un indicateur. Ma crainte légitime, c'est que ces mêmes insiders aient accès à vos recommandations et qu'ils l'anticipent. Et là, question beaucoup plus théorique et fondamentale, le paradoxe de la finance comportementale. Le propre de l'insider, c'est d'acheter et de vendre en fonction des informations privilégiées que lui a en tant que dirigeant d'entreprise. Le modèle, fut-il de Brement, il ne va pas le regarder. Il va savoir ses commerciaux, est-ce qu'ils ont vendu, ses ingénieurs, qu'est-ce qu'il y a comme produit dans le pipe, et c'est tout. Peut-être pas aujourd'hui. Ça me paraît assez structurel comme comportement. Autre question. J'en rebondis juste, vous avez évoqué donc à l'instant les petits papiers, de ne pas être dans les petits papiers des salles de marché. Alors pour avoir passé quelques années dans les salles de marché, je peux vous dire que tout le monde est un petit peu perdu dans les salles de marché, dans les petits papiers justement des salles de marché. Voilà, et qu'au bout du compte, ça ne peut plus dire grand-chose. Voilà, juste une petite remarque par rapport à ça. Voilà, on se demande vraiment
en salle de marché si on a vraiment plus d'informations. Voilà. Et on se fait piéger quand on est en salle de marché aussi, parfois par quelques filiales de sa propre banque. Voilà, donc par l'entité, par exemple, américaine de sa propre banque, voilà, qui réussit à s'allier momentanément avec un autre établissement pour être price maker. Voilà. Donc, voilà, je peux dire aussi que lorsqu'on est sur le marché, on n'est souvent pas mieux informé. Voilà. Mais c'est pour ça, Jean-Étienne, je vous recommande, et je recommande à toutes les personnes ici présentes, de ne pas s'intéresser à l'information si ce n'est le prix lui-même qui représente une information disponible, et donc faire d'analyse technique. À vous entendre, on a l'impression qu'il faudrait pratiquement tous faire du trading automatique. Faire sa plateforme, et puis voilà, ne plus avoir du tout de pilote fondamental, ne plus s'occuper du bruit, justement, et faire comme ça. C'est bon. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, mais bon, comme je suis celui des trois qui gère de manière discrétionnaire, c'est pas étonnant. Si je devais résumer d'un mot la façon dont il faudrait travailler, en tout cas de manière très subjective, c'est de réfléchir de manière humaine et d'agir de manière automatisée. C'est-à-dire d'adopter une démarche fondamentale sur la macroéconomie, par exemple, principalement, et ensuite de mettre en œuvre de manière très rigoureuse. Ce serait plus algorithmique, ce serait... Ah non, on est bien d'accord. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il serait intelligent de travailler à deux, c'est-à-dire un spécialiste fondamentaliste et l'autre technicien, et de prendre des décisions ensemble, à deux? Pourquoi pas, oui, tout à fait. Et puis ça pourrait éviter l'excès de confiance d'un des deux si l'autre a un esprit critique. À la suite de ce que disait David. Vous vous adressez à moi? Oui. J'étais parti un peu ailleurs. Non, parce que tu disais que, oui. Il faut pouvoir pas utiliser... mélanger les deux, donc il vaut mieux être soit technicien, soit fondamentaliste. Tout à fait. D'ailleurs, et donc si on travaille à deux... Mais je pense qu'il y a beaucoup de fonds et même de salles de marché dans lesquelles ces travaux d'analyse sont séparés. Il y a une ou deux ou trois ou une personne pour l'analyse fondamentale ou l'approche fondamentale, et il y a quelques techniciens. Et c'est justement ce que je faisais, ce que je partageais lors de ma nana-expérience. J'avais un analyse fondamentale à côté de moi, et moi je m'occupais de la sphère uniquement technique et psychologique, et lui proposait des idées de trading fondamentales. Mais voilà, on ne se consultait pas, et parfois même le matin on avait la même idée au même moment. Voilà, effectivement, la communication entre les deux donc, est bien souvent difficile. Moi, j'étais du côté fondamental, voilà, et donc il y avait effectivement des chartistes dans la salle, mais on ne se consultait pas non plus. Donc, c'est vraiment très stupide. Voilà, mais donc, je viens renforcer les dires de David. Non, mais je profite que j'ai la parole pour demander à David simplement. Je me sens sur la rupture d'un niveau clé. Et ce niveau clé a probablement déclenché des stops, et toute personne qui était initialement longue, la seule des positions longues à ce moment-là. Les vendeurs ont été confortés dans l'idée que le marché allait plus bas, donc ils ont aussi pyramidé leur position, et certains neutres qui attendent justement de voir où est-ce que la bataille va passer, justement initient des positions vendeuses. Donc ça veut dire que c'est justement à ces moments-là où l'ensemble la plupart en fait, des investisseurs, qui soient longs, courts ou neutres, font la même chose. Et tous ces mouvements qui sont parfois très attendus et très puissants. Donc moi justement ce que je recherche c'est ces mouvements-là. Et je me désintéresse de mouvements qui sont extrêmement lents. Donc pour répondre à votre question, puisque c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je regarde, et ce que j'attends impatiemment, c'est que l'analyse technique permet justement de déterminer ces choses-là, avec un outil qui est extrêmement très simple, justement, c'est les niveaux clés, les niveaux horizontaux, qui justement sont à ce moment-là sont le théâtre de l'événement où tous les investisseurs font la même chose au même moment. Et qui amplifie justement le mouvement. Simplement, les chartes ne donnent plus le plus bas, puisque le mouvement n'a plus rien à voir avec la série qui vient de passer. Vous avez raison. Alors, une fois que vous êtes entré en position et que vous commencez à capter de l'accélération, et justement sur le thème de l'heure, il y a eu de l'accélération et potentiellement il y en aura peut-être encore. Ce que je suggérais à travers le graphique de BNP que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que plutôt que d'attendre de trouver des points bas pour se retirer comme ça par fatigue,
vous pouvez très bien utiliser des indicateurs qui suivent le mouvement et qui justement vous sortent l'effet de disposition. C'est-à-dire que vous allez accompagner la position grâce à un indicateur et vous sortir de ce biais qui vous incite à se lever rapidement. Donc pour moi, c'est chercher les points d'accélération et laisser couler le marché jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. Dans la présentation, vous voyez que pendant les moments de grosse volatilité, il fallait plutôt éviter le marché, j'ai mal compris. Moi, je pense que les moments de grosse volatilité, c'est là où on a les plus grandes opportunités pour rentrer justement à des bons niveaux dans certains marchés qu'on suit et qu'on connaît bien. Et donc, je voulais savoir comment donc, mettre en place vraiment l'analyse technique, alors qu'en fait, il y a, je ne sais pas si on appelle ça comportemental, mais il y a beaucoup d'informations de marché qui vont driver, ils vont casser n'importe quel support et n'importe quelle analyse technique et qui vont faire paniquer tout le monde, du style la Bank of Japan il y a 2-3 semaines qui annonce des gros achats de dettes japonaises. On pense que les Japonais vont venir en Europe et acheter tous les high yield. La Banque Centrale Européenne qui a potentiellement baissé ses taux. Bon, des mouvements un peu plus sporadiques du style politique italienne qui ne savent pas trop où ils vont, des choses comme ça. Comment profiter de ces flux et sans paniquer et vraiment rentrer à des bons niveaux dans le marché? Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué dans la salle, on a eu exactement un biais comportemental qui nous a été posé dans la question. Et le troisième ou quatrième mot. La volatilité est un moment idéal pour rentrer sur un marché qu'on connaît bien. Marché qu'on connaît bien. On croit tous connaître un marché plutôt que l'autre. C'est une expérience qui est évidente et qui n'est pas négligeable. Mais ce biais justement de connaissance marché est un biais dramatique, je ne sais pas, c'est un mot un peu trop fort quand même, mais c'est un biais très important auquel il faut faire attention lorsqu'on investit sur un marché, parce qu'il y a une véritable affection en fait, qui se crée avec un titre, affection qui peut devenir vraiment pénalisante en cas de marché baissier. C'est juste une petite parenthèse. Donc, du coup, je vous proposais dans ma présentation en fait, de repérer ces différents régimes de volatilité. Je n'ai pas dit qu'à certains régimes, il ne fallait pas s'intéresser au marché. J'ai dit qu'il y avait un régime lent, le régime 1, qui est un régime de bull market, un régime 2 qui est un peu sensiblement plus violent, et un régime 3 qui est un régime de crise telle que la bulle Internet ou la crise grecque, etc. Et le régime 4 qui est par contre là pas vraiment tenable et on ne peut pas initier des positions de manière robuste avec un certain degré de confiance. Mais dans les autres régimes, régime 1, 2 et 3, donc ça fait 3 possibilités en termes d'évolution de volatilité, il y a des choses à faire. Et personnellement, le régime 1 m'ennuie, c'est-à-dire le régime de bull market où tout le monde est béatement content parce que les marchés montent et tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Je préfère largement le 2 ou le 3, où là, effectivement, il y a des mouvements beaucoup plus erratiques avec, justement, comme je disais tout à l'heure, des mouvements, des sauts qui sont beaucoup plus violents. Et c'est là où, si on arrive à gérer une position, et il faut forcément s'extraire de certains biais, il y a de quoi faire, de manière plus rapide. Mais faut-il encore savoir dans quel régime on se situe pour adapter son style de trading? Par exemple, la personne qui parlait tout à l'heure sur la manière de combiner les indicateurs mathématiques, on ne combine pas les indicateurs mathématiques de la même manière selon qu'on est dans un régime 1, 2 ou 3. Dans un régime 1, on peut utiliser une petite moyenne mobile, tranquille, 50 périodes, etc. et dormir dessus. Dans un régime 2 et 3, c'est plus possible ce genre de choses. Donc, il faut savoir, selon les différents régimes, selon différentes configurations de marché, s'adapter, adapter son style de trading ou même les paramètres d'un système de trading systématique. Oui, ma question s'adresse à M. Fortage et M. Dumons. Il semblerait que vous ayez des méthodes assez contradictoires l'un et l'autre. Monsieur Fortage, vous aimez les périodes de forte accélération, mais là c'est à la baisse, là où tout le monde vend, la hausse, là où tout le monde achète. Et vous, c'est le contraire, vous dites que lorsque le consensus est concentré et devient trop fort d'un côté et de l'autre, au contraire, c'est le signal inverse. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment des opinions radicalement opposées l'un et l'autre. C'est intéressant, ça veut dire que l'un ou l'autre, c'est peut-être probablement pas très bien exprimé, puisqu'en fait, dans les faits, on est
complémentaires, en fait, on traduit exactement la même chose dans notre idée. Parce que quand David parlait tout à l'heure d'une rupture de niveau de support, par exemple, qui vont accélérer en fait une baisse, par exemple, dans ce cas de figure, on est exactement dans une phase où les investisseurs, les opérateurs de marché sont suiveurs. Par contre, là où vraiment va intervenir, et là où ça va être intéressant de croiser l'analyse technique avec, en tout cas, l'approche de vraiment, c'est qu'on va détecter le point bas. Ça veut dire qu'on va avoir cette glissade des marchés très importante avec la rupture de support, l'accélération. Et en fait, à la fin de cette accélération, quand tout le monde sera baissier, on captera les cubes, et à ce moment-là, ce sera un nouveau mouvement pour amorcer une phase haussière. Donc en fait, nous, sur ce niveau de rupture de support, on n'intervient pas. En tout cas, de vraiment ne va pas être en contradiction avec un niveau particulier. Par contre, là, on va avoir un élément vraiment intéressant. Ça va être justement dans cette fin de tendance, dans cette accélération trop importante qui va laisser penser que tout le monde est dans le même sens. Donc à ce moment-là, les warnings s'allument, il vaut mieux inverser sa position. En fait, il existe différents styles de méthodes. Il y a des gens qui investissent à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y en a qui sont plus agressifs, d'autres qui sont plus mous ou patients. Et moi, j'ai un style agressif, en fait. Et donc, je cherche de l'accélération, je cherche du mouvement qui pousse et qui dont l'espérance de gain est éloignée. Donc, on n'est pas forcément en contradiction. On a un style qui est différent. Et il peut y avoir autant de personnes dans cette salle que de styles différents. Voilà. En fait, je vois une question à l'intention de David. Oui, donc je peux garder le micro allumé. D'accord. Non, voilà, donc vous avez présenté donc les 4 différents régimes sur une période à peu près de 9 ans, qui s'étale sur 9 ans. Est-ce qu'on peut imaginer identifier ces mêmes régimes sur une unité de temps plus restreinte, voire pourquoi pas sur le scalping? Ça n'a pas vraiment de sens d'observer les mouvements de volatilité dans la minute ou dans les... Si respecte le schéma, si vous voulez l'accélération. Aujourd'hui, il y avait accélération avec une faible volatilité. Si vous preniez par exemple du 5 minutes, les 5 minutes, il y avait des volatilités de quoi? De 3 ou 4 par chandelier, ou 4,5. Et par contre, vous aviez une accélération, un mouvement absolument continu. Donc, la volatilité à court terme n'a pas d'intérêt. Moi, en tout cas, je ne m'intéresse pas à regarder les régimes de volatilité dans un régime lui-même. En fait. Pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt, mais si vous en voyez un. L'irrationalité de ces répliques, ça rejoint un peu la théorie des fractales. Alors autant on dit en analyse technique qu'on peut utiliser différentes time frames ou différents horizons de temps, là je vous rejoins là-dessus, autant identifier un régime de volatilité, diviser regarder par exemple la volatilité aujourd'hui en 5 minutes, pour moi je ne vois pas un grand intérêt, parce qu'on resterait dans un cadre général qui est ce que je vous ai présenté comme étant le régime 1, et si on évolue aujourd'hui de manière assez rapide, il se peut qu'on reste dans le régime de plus grand horizon. Enfin, moi je ne vois pas d'intérêt. Mais... Il y a un intérêt pour les stops. Ça n'engage que moi. Oui, ça n'engage que moi. Oui, enfin moi et moi, puisque vous vous rappelez, je fais deux. Autre question dans la salle? En fait, ce soir, nous avons beaucoup évoqué la marche aléatoire, d'accord? Donc, je reviens sur l'introduction sur l'approche néoclassique. Dans les théories modernes des portefeuilles, donc le choix d'un actif se fait en fonction de sa corrélation, en fait, de la corrélation de sa volatilité avec la corrélation de la volatilité des autres actifs contenus dans le portefeuille en fonction d'un rapport rendement-risque choisi. Et voilà, tout simplement parce que on ne peut pas battre le marché. D'accord? Alors, on peut le faire pardon, un petit peu mieux. Donc, vous avez évoqué sous certaines formes l'hypothèse
autoréférentiel chez Alain Orléans. Voilà. Mais donc, alors, est-ce que la finance comportementale permet donc justement de battre le marché? Question difficile. Bon, je vais répondre pour moi en tout cas. Si on n'est pas capable de battre le marché, donc ce que fait par exemple le CAC 40 ou le S&P 500, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'un investisseur qui a envie de mettre son argent dans une gestion, puisque cette gestion n'est pas capable de battre le marché, donc autant acheter un tracker, éviter de payer des frais de gestion et de nourrir des gens qui ne servent à rien. Donc on va dire que l'objectif en fait me paraît d'être de battre le marché selon ce qu'on appelle à l'université ou même la gestion d'un certain tracking error. En tout cas, mon objectif à moi, c'est clairement de faire mieux. Et sinon, je ne sers à rien. Je n'ai pas de... Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de mon existence. Mon existence, peut-être pas, il y a peut-être des gens qui m'aiment bien, donc on va dire qu'il faut mieux que je sois là. Mais si je ne suis pas capable de battre le marché, à quoi je sers? Je ne sers à rien. Voilà. Donc ma méthode, qui consiste à chercher des accélérations, qui consiste à voir dans quel régime de volatilité on se situe, où sont les points de basculement, d'équilibre, justement, son objectif, c'est de capter de la surperformance. Sinon, je ne sers à rien. Toi, je te connais, donc je sais que tu veux battre le marché, voilà, mais ma question était générale, hein, donc à l'ensemble de la profession. Pour ma part, je vois la finance comportementale comme un outil complémentaire et non pas comme une martingale qui permet de battre le marché, bien évidemment. Sur la problématique des gérants à battre le marché, c'est un constat que tout le monde fait, et c'est aussi une des raisons, pas la seule, une raison importante pour laquelle on a décidé de travailler avec des ETF, justement. C'est exactement ce que disait Régis. Enfin, pour moi, la finance comportementale, c'est clairement un outil. D'ailleurs, on ne définit pas vraiment la société de gestion, sinon, mais on est voilà, un bureau d'analyse. Donc on va créer des indicateurs, des outils d'aide à la décision qui sont à croiser, selon nous, avec des indicateurs techniques, avec également du fondamental, pour arriver à prendre réellement des positions, pas forcément de prendre des positions tous les jours sur le marché, mais simplement identifier les points d'inflexion du marché ou les points de retournement du marché et les optimiser au mieux avec un bon niveau de stop, un bon objectif et un excellent commentaire. Je vais vous demander comment vous trouvez les points d'accélération devant vous et... Alors alors déjà la question posée tout à l'heure, décidément on a beaucoup d'échanges. En fait, me concernant, je n'utilise plus d'indicateur mathématique. Me concernant, déjà, je n'utilise plus d'indicateur. Je vois dans un graphique ce qu'il y a à voir et les divergences, etc. Enfin, je les vois. Voilà. Donc les graphiques sont un peu plus limpides parce que j'ai l'habitude de voir depuis des années, plusieurs heures par jour. Maintenant, pour trouver les points d'accélération, j'applique une vision du marché qui est globale. Je regarde différents marchés, différentes classes d'actifs en même temps, pour voir les mouvements qui se confirment les uns avec les autres. Je pars d'une approche globale et je finis par quelque chose de particulier. Et ce qui m'assure aussi que ce que je vois dans quelque chose de particulier, par exemple, vous savez, la paire euro-dollar, sachant qu'elle évolue dans un environnement qui est plus grand, qui est lui-même qui est le marché du forex, qui est lui-même influencé par d'autres classes d'actifs. Donc je parle de cette grande mixture, vous voyez, et j'en distille quelque chose qui peut être intéressant pour l'euro-dollar, et ensuite qui peut être confirmé pour retrouver par ce qui s'appelle un bloc-up. Donc un niveau clé, comme vous avez pu voir sur le gold, par exemple, sur l'or, qui a été rompu, qui a produit une accélération importante. Donc je combine différents éléments, différents environnements, différentes classes d'actifs, et j'essaie de voir ce que je perçois, ce que je peux visualiser dans un graphique en particulier, va dans le sens de ce qui prévaut d'un point de vue général. Voilà. Pour répondre à cette question, il y a également M. Brion, qui a fait un très bon papier dans Traders, qui fera également une conférence au Salon des marchés financiers. Dans les dernières questions, donc. Lors d'un krach boursier, quel est le plus efficace? C'est l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Quels sont les gens qui ont prévu Prenez quelques jours de congé. C'est-à-dire que si en face de vous, vous n'avez personne pour acheter, vous ne pouvez rien faire. On peut vendre. Pour vendre, il faut quelqu'un pour acheter. Je parle de ceux qui prévoient.
vous avez sur l'annuel deux très beaux dojis, hein, celui de 2001, celui de 2007, qui vous indique que la fête est finie. Très beau à voir. Hein. Deux belles croix, là, comme ça. Et c'est très connu, effectivement. En fait, la difficulté est surtout le timing de la forte chute. Voilà, on arrive relativement avec les fondamentaux, à savoir avec divers indicateurs à anticiper un retournement. La grande difficulté, c'est le timing. Là, je pense que l'analyse technique peut nous aider donc, au niveau du timing. Voilà, mais quand il est dû par un événement inattendu comme des avions dans les tours, c'est même l'analyse graphique difficilement de donner. Alors, cela dit, il y a un bouquin, je conseille à étudiants que j'ai pu rencontrer, c'est La psychologie des foules de Gustave Le Bon, 1895. Allez jeter un œil profond là-dedans, ça ne dure pas très longtemps puisque c'est que 85 pages, et vous allez apprendre beaucoup de choses. En ce qui concerne le contexte de crise, il est décrit quelque chose qui est très intéressant. Pour qu'on passe dans un phénomène de crise, il y a d'abord une toile de fond qui commence à se dessiner, qui implique que les investisseurs, on leur pulse des informations avec un news flow qui commence à être négatif ou pas tellement plus sexy qu'il ne l'était auparavant. Et ensuite, une fois que ce tableau, cette toile de fond s'est fixé dans l'esprit des intervenants, il faut un élément déclencheur qui lui constitue la crise et le point d'accélération. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent en fait. C'est-à-dire qu'en analyse technique, on va par exemple essayer de capter les points où le marché décélère. Une décélération, c'est lorsque, si on prend d'un point de vue fondamental, c'est lorsque le news flow n'est plus vraiment aussi bon qu'il était auparavant. Donc finalement, les gros investisseurs commencent à acheter un peu moins, par exemple. Donc ils sont bombardés par un news flow qui commence à être moins sexy, voire un peu négatif. Le marché décélère. À un certain moment, il y a un élément déclencheur. Et c'est cet élément déclencheur, ce stimulus, qui produit l'accélération ou la crise. Vous voyez, mais la crise, on passe rarement d'un mouvement haussier à un mouvement baissier d'un coup, sauf dans ce qu'on dit en analyse technique, les figures de V-top ou V-bottom. En général, il y a un scénario qui s'installe et qui permet de voir que le marché décélère. Et ce mouvement-là est suivi d'un stimulus. L'expérience de cette décélération, on la sent même avant qu'il y ait des mauvaises nouvelles. C'est quand les bonnes nouvelles ne font plus monter les marchés. En général, il y a un retournement qui est. Et à l'inverse, quand les mauvaises nouvelles ne font plus baisser, est-ce que c'est le cas actuellement peut-être, alors que les perspectives sont plus bonnes. C'est plutôt l'inverse. Oui. Les bonnes nouvelles font baisser le marché, les mauvaises nouvelles font monter le marché souvent. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les bonnes nouvelles font baisser le marché, mais en tout cas, elles ne font plus monter. Nous arrivons donc, on va continuer. Plus de questions à la fin de cette table ronde, donc je voudrais vraiment remercier très vivement le public d'avoir été présent, donc les étudiants d'avoir été présents, donc les collègues ici d'avoir été présents, bien sûr les intervenants. Juste une précision importante, à David, je n'ai jamais cru un moment qu'il était schizophrène ou qu'il ne serve à rien. Donc voilà, donc je le précise quand même. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. J'espère que cette table ronde aura suscité parmi nos étudiants des vocations, donc tout au moins un intérêt à poursuivre en finance de marché. Donc vraiment un grand merci, merci très chaleureux à tous pour votre présence. J'espère que nous aurons l'occasion d'organiser à nouveau des événements de ce type à l'école de management Léonard de Nancy. Merci à tous.